Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac en compagnie de Jean-Pierre. Oui, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi. Toujours un bonheur d'être le premier vendredi du mois. Est-ce que tu as 13h. remarqué que ce mois-ci, Oui. on s'est tenu au premier vendredi du mois? Ça colle bien. Alors le mois prochain, je sais pas parce On que s'y tient aussi, le 3 janvier. Non, justement, ce sera pas le 3 puisque nos studios ferment jusqu'au lundi 6. Enfin, il y aura la musique et tout. Moi je viens le 3 janvier, je veux pas D'accord, le savoir. tu seras tout seul. On te retrouvera le 10, mais ça, c'est l'année prochaine. Ça va, Julien? Très bien, et toi? Impeccable. Donc, on va parler d'histoire de la Savoie, de nos provinces de Savoie, de notre Savoie, puisqu'on entend dire ici ou là, les Savoies. Non, il n'y a qu'une Savoie. C'est ça. Et il n'y a qu'une Savoie historique, on va dire. Il n'y a qu'une Savoie historique, tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va plutôt parler de la Haute-Savoie, puisque nous recevons avec plaisir Jean-Claude Perrotto. La transition. C'est beau, hein? C'est beau. Donc, bonjour à... Est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie, Jean-Claude? On peut se tutoyer. Bon, on se tutoie. Non. On va faire comme en vrai. Tout à fait. Donc, on reçoit Jean-Claude Perrotto pour la deuxième fois dans mon émission, puisque Troisième fois déjà. Ah oui. Puisque nous avions parlé du souvenir napoléonien et de son actualité l'année dernière. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr du souvenir napoléonien, d'un projet, je sais, qui te tient à cœur, mais également à Jean-Pierre et à moi, puisque c'est le label Ville Impériale qui sera prochainement décerné à une ville des environs, on va dire. Tu nous en parleras tout à l'heure. Et puis, nous allons parler dans les 3 dernières parties de l'émission d'un général qui nous vient de Haute-Savoie, qui est un peu un des locaux de l'État, puisque ce n'était pas le seul général issu de nos départements, bien sûr. Le plus fameux, bien sûr, était le maréchal Masséna, qui était quand même sarde. C'est aussi un local de l'État. Tout à fait. Et nous allons un peu nous rapprocher, puisque nous allons aller plutôt du côté de Thonon-les-Bains pour parler un peu de la vie du général. Alors, tu vas nous dire comment pouvons-nous l'appeler? Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir. C'est en effet un grand plaisir de parler aujourd'hui du général Dessay. On dit Dessay parce qu'en réalité, il a un homonyme qui est plus connu que Dessay, c'est Desex. Voilà. Donc on fait la différence entre Desex et Dessay. Il y a un S d'écart et malheureusement l'histoire a beaucoup retenu celui qui n'a avec un S et pas le second. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est bien de pouvoir reparler. D-E-2-S-A-I-X, hein? Tout à fait. C'est ça. Le nôtre, de sexe. D'essai, voilà. Alors, on va parler actualité, Jean-Claude. Est-ce que tu peux nous parler un peu du souvenir napoléonien et de, on va dire, la promotion d'une ville savoyarde, alors qui commence par Aix, qui se termine par Les Bains, c'est à peu près ça. Qui a été la première commune, alors pas du pays de Savoie, mais la première commune en Savoie à recevoir prochainement le label des villes impériales. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, actualité du souvenir napoléonien? Tout à fait. Merci de me donner cette opportunité de parler de cette belle association qu'est le souvenir napoléonien. Alors, effectivement, Aix-les-Bains, ça sera, on peut le dire d'ores et déjà aujourd'hui, la première ville qui aura obtenu le label ville impériale, sachant que l'on a une ville en Haute-Savoie qui a, depuis cette année 2024, donc c'est tout frais aussi, obtenu ce label. Donc 2 villes savoyardes. Effectivement. Alors, c'est bien de le rappeler parce que ce sont les premières villes de la région à obtenir ce label. Il n'y a aucune autre ville dans la région qui a le label ville impériale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ville impériale? Ville impériale, en réalité, c'est un outil de promotion et de communication qui valorise le patrimoine culturel, matériel et immatériel d'une ville, à l'attention de ses habitants, à l'attention de sa région, pour faire vivre effectivement son histoire. Donc il est bien effectivement, en connaissant l'histoire un petit peu d'Aix-les-Bains, de se rappeler tous les napoléonites qui ont traversé la ville sous le premier ou sous le second empire. C'était bien effectivement qu'Aix-les-Bains soit un peu la vitrine de cette histoire. Avec notamment une histoire aussi basée sur le thermalisme, puisque beaucoup des napoléonites sont venus aussi pour se faire soigner. Tout à fait. Pour le bien-être aussi. C'était la naissance du thermalisme, bien sûr. On ne va pas oublier que sous le Premier Empire, c'était les premiers, le tout début effectivement des cures à Aix-les-Bains. On venait prendre ce qu'on disait à l'époque, on prenait les eaux. Hein.
Il y avait Plombières qui était aussi un peu connue, mais Aix-les-Bains était la ville de la région qui a été très fréquentée, et notamment beaucoup par la famille Bonaparte. Bien sûr. Alors, tu parles de Plombières, Jean-Claude, mais Jean-Pierre, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais deux têtes. Dis-moi. C'est pas à Plombières qu'il y a eu l'entrevue entre Napoléon La III et dépêche d'Elf. Cavour, voilà. Bien sûr, bien sûr. Qui a un peu fondé l'entente entre la France voilà, et le royaume de Piemonte-Sardaigne pour ensuite c'est ça, entre les Napoléon négociations, voilà. C'est ça. Pour que le royaume de Piemonte-Sardaigne prenne pas sur la botte italienne. Donc, il se passe plein de choses dans les villes thermales. Ah oui, et puis là, il y a la petite et la grande histoire. Ah oui, bien sûr. Et donc, ce label a été décerné à Aix-les-Bains récemment, donc il y a eu un dossier qui a été constitué, je suppose. Alors, la municipalité, effectivement, a monté un dossier. Alors, je les ai un petit peu accompagnés dans cette démarche. C'était là une volonté de monsieur le maire. D'accord. De son équipe, d'obtenir ce label. Donc, il a été monté un dossier qui mettait en avant le patrimoine de la ville, bien sûr, la volonté de la ville de le faire connaître, de le valoriser, et bien sûr, d'organiser dans les mois et voire les années à venir, des animations qui seront liées effectivement à l'histoire des deux empires. D'accord. Donc ce label, effectivement, il a été présenté à l'Assemblée générale des villes impériales en octobre 2024, donc c'est tout frais, et il a été validé, puisqu'il faut juste rappeler que Ville impériale, en réalité, c'est une marque. D'accord. Quelque part, qui a été créée en 2011 par quelques villes les plus emblématiques de cette histoire, autrement dit Fontainebleau, Rueil-Malmaison, Ajaccio par exemple, et c'est un réseau de villes qui permet à ses adhérents de communiquer sur leur histoire et de la partager. Donc je pense c'est ce qu'on fera notamment avec Aix-les-Bains dorénavant, c'est de l'intégrer dans ce réseau pour partager l'expérience de toutes ces villes impériales qu'on a en France. Il y a aujourd'hui, pour juste faire un tout petit peu d'histoire de ce label, il y a aujourd'hui 32 villes en France et je dirais dans le monde, puisque faut se rappeler que Marengo est ville impériale, que Sainte-Hélène est ville impériale. Voilà. Et après il y en a d'autres. Il y a donc 6 nouvelles villes cette année qui ont intégré le réseau. Donc, comme je disais tout à l'heure, Thonon l'a fait l'année dernière. Oui. Cette année, en 2024, nous avons 6 villes. Si je l'ai dit de mémoire, nous avons Aix-en-Provence. D'accord. Nous avons Arcachon. Nous avons Sainte-Adresse. Nous avons Val-de-la-Haye. Nous avons Aix-les-Bains, bien sûr. Et j'en oublie une que je n'ai plus en tête, c'est Valençay. Valençay qui est pas la moindre, qui est le berceau de Talleyrand. Juste une petite question. Pourquoi Sainte-Adresse ? Alors Sainte-Adresse, en réalité, à côté du Havre. Oui, tout à fait, c'est à côté du Havre. En réalité, c'était valorisé au moment du Second Empire. D'accord. Il y a eu toute une structure qui a été créée. Alors, je sais pas si c'est le port ou sous les échanges commerciaux. D'accord. Et voilà, c'est lié à l'organisation qu'a mis en place Napoléon III sous le Second Empire à Sainte-Adresse. Et c'est dans cette commune que reposent les parents du général de Gaulle. D'accord. Oui. Voilà. Et cette année, je suis allé dans une ville impériale en vacances, enfin quelques jours, parce que je suis allé à l'île d'Aix. Oui, Aix-l'Aix, c'est aussi ville impériale, absolument. Oui. C'est de là que Napoléon est parti pour Sainte-Hélène. La dernière fois qu'il a vu le sol français. C'est ça, le dernier sol de France, tout à fait, c'est ça. Et en réalité, juste pour compléter votre propos, Jean-Pierre, c'est qu'il partait pas pour Sainte-Hélène quand il a quitté Oui, tout à fait. Il pensait partir, en Angleterre. En Angleterre, et c'est nos charmants voisins anglais qui l'ont amené jusqu'au bord de l'Angleterre et qui ont fait demi-tour pour repartir à Sainte-Hélène. Exactement. Et j'avais une question concernant les villes impériales. Ce sont à la demande des municipalités ou c'est le souvenir napoléonien qui réfléchit, qui dit telle ville pourrait avoir le label? Alors c'est à la demande. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, c'est à la demande de la municipalité. J'ai eu des échanges précédemment effectivement avec monsieur le maire à l'occasion de manifestations et il pensait qu'effectivement ça serait bien de parler de l'histoire et de valoriser un petit peu l'histoire d'Aix-les-Bains. Et il existe donc ce fameux réseau de villes impériales et c'était bien, peut-être dans la discussion, de l'encourager à créer ce dossier pour pouvoir obtenir cette marque ville impériale. Et cette reconnaissance quelque part. D'accord. Parce que ce réseau permet effectivement auprès de tout le monde napoléonien, mais aussi plus loin pour l'ensemble des passionnés d'histoire, de savoir qu'à Aix-les-Bains, il y a ce patrimoine et qui peut être mis en valeur, il peut être partagé. C'est tout dans cet esprit-là que ça a été mis en place. À l'image de l'exposition qui avait eu lieu en plein air il y a quelques années de ça. Oui, tout à fait. Consacré à Napoléon et Aix-les-Bains. Tout à fait. Qui était une belle exposition d'ailleurs. On avait eu le plaisir de te recevoir à cette occasion pour la première fois. Absolument. On a fait l'inauguration d'ailleurs, effectivement. Et c'était à l'initiative des archives de la ville, où ils avaient mis une exposition effectivement en plein air pour parler des Napoléonides, de toute la famille Bonaparte qui est venue entre 1808 et 1813 à Aix-les-Bains. D'accord. Et puisqu'on est sur Aix-les-Bains, j'ai en tête également des conférences que vous organisez régulièrement ici, avec une que j'ai en tête avec Thierry Lenz qui nous a présenté au Centre des Congrès. C'était l'année dernière. L'année dernière, en novembre. C'était le 6 ou le 7, ça doit être le 5 novembre, je crois.
5 novembre 2023, où il a présenté son ouvrage qui était consacré à Napoléon III. Napoléon III, la modernité inachevée. Très, conférence exaltante, et puis livre qui l'est tout autant. Vraiment, on a vraiment de la chance de l'avoir en Savoie de temps en temps, Thierry, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et je suis content, d'ailleurs, je lui transmettrai cette remarque, parce que Thierry aime beaucoup la Savoie. D'accord. Et ce serait bien qu'il vienne dans nos studios une prochaine fois, il est invité, bien sûr. Je lui ferai pas, ça serait bien qu'on puisse l'organiser, effectivement, parce que je vais vous donner un petit peu mon idée, quelque part. Alors, je vais vous informer notamment que Thierry a été le parrain de Thonon-les-Bains. D'accord. Pour l'inauguration Ville Impériale. Et j'ai dans l'idée de proposer à Monsieur Lebert, effectivement, pour l'inauguration peut-être de la Ville Impériale à Aix-les-Bains, que Thierry soit aussi le parrain de la ville. Bien sûr, d'accord. Je pense que ça lui ferait plaisir, donc si Lebert est d'accord, je lui proposerai ça à Thierry Lenz. On sera à vos côtés. Et avant notre première pause musicale, c'est vrai que le temps passe très très vite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'actualité du souverain napoléonien, sachant que toi tu es le délégué de la délégation Dauphiné-Savoie. Si tu peux nous parler un peu des prochains événements avant la pause musicale. Et après, on vous le promet, nous parlerons du général de Say. Alors, effectivement, je suis donc le délégué du souverain napoléonien. Tout le monde dit, je représente cette association sur l'ensemble du territoire Dauphiné et Savoie. Autrement dit, du département de la Haute-Savoie, de la Savoie, de la Drôme et de l'Isère. Alors, nous avons effectivement un programme d'animation prévu. Donc, cette année, on a eu une très belle saison. On l'a évoqué effectivement avec Thonon-les-Bains, mais on a eu aussi des manifestations à Aix-les-Bains d'ailleurs, puisque nous avons eu 2 rencontres à Aix-les-Bains cette année en 2024, où on a parlé d'une part de Marie Le Sol, pour le moins, et je pense qu'on en reparlera l'année prochaine, et on avait parlé aussi d'Hortense et d'Eugène Beauharnais, qui sont des personnages bien connus à Aix-les-Bains. Ben oui, la reine Hortense. Bien sûr. Naturellement. Donc en 2025, effectivement, la mise en place donc de la marque Ville Impériale à Aix-les-Bains va nous amener effectivement à créer une animation qu'on va mettre en place avec la municipalité. D'accord. Donc des projets, je vous en dirai peut-être pas beaucoup plus aujourd'hui parce que des projets sont en cours de réflexion. On sera plutôt dans de l'animation liée à de la musique, souvent du Second Empire, liée à des conférences, liée peut-être à des hommages à certains personnages. Il y a des personnages célèbres, notamment je pense aux généraux forestiers à Aix-les-Bains. Donc il y a plein de sujets qui mériteront d'être développés dans le cadre de cette actualité, de cette animation dans la ville. Et est-ce que nous allons, alors on sort un peu légèrement du département de la Savoie pour aller plutôt du côté de l'Isère, est-ce que vous allez également refaire des commémorations à Lamure dans la Fraye, avant Lamure, la fameuse plaine de la rencontre? Est-ce qu'il va y avoir, comme vous le faites tous les ans, une cérémonie ou un hommage? Merci Julien, ces transitions elles sont extraordinaires. Parce que il est bon, hein. Oui, absolument. Je l'écoute quand même assez régulièrement. Il faut savoir que le souverain napoléonien a rejoint l'ANERN. Alors l'ANERN, c'est l'association des élus de la route Napoléon. D'accord. Donc, autrement dit, c'est un partenariat entre différentes communes. Qui va de Golfe-Juan à Grenoble. Tout à fait, les 320 km de la route Napoléon. Il y a 40, je sais plus exactement le nombre, 45 communes qui se sont rejointes, qui se sont fédérées pour communiquer sur la route Napoléon, pour s'identifier sur la route Napoléon. Et donc, il me paraissait normal de proposer à l'ANERN que le souverain napoléonien devienne un partenaire. D'accord. Ce qui a été fait, donc l'association a rejoint le conseil d'administration et nous organisons donc comme chaque année des manifestations tout au long de la route Napoléon. Donc la municipalité par exemple de Fréjus organise tous les ans le 1er mars le débarquement de Napoléon de l'île d'Elbe sur la plage à Fréjus. Et nous 8 jours après, puisque c'est l'histoire, le 7 mars, alors ça peut être le 7, ça peut être le 9, ça peut être le 8, alors cette année, ça sera le 8. Nous organisons effectivement la commémoration de la rencontre sur la prairie de la Fraye, notamment des troupes royalistes et de Napoléon et des quelques troupes qui l'accompagnaient lorsqu'il remontait l'île d'Elbe par les Alpes. Donc cette année, enfin l'année prochaine plutôt, le 8 mars 2025, il y aura effectivement une belle journée de commémoration. Pourquoi ? Eh bien parce que sachez que le Conseil général et la communauté de communes de la Matésine a organisé l'aménagement de cette prairie. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, si vous le savez, il y avait la statue de Frémier, que vous connaissez sans doute. Voilà, il y avait une belle statue, quelques petits drapeaux, et il n'y a pas grand-chose. Donc il y a effectivement, cette année, ils ont développé ce qu'on appelle le territoire Napoléon. D'accord. Et ce territoire passe par l'aménagement de la prairie, d'une partie de la ville de Lamure et du musée notamment de la ville de Lamure et de la ville de Corps. D'accord. Qui est la fin. Alors historiquement, c'est plutôt la fin de la route Napoléon, puisqu'on remontait du sud vers le nord. Et donc à la Fraye, au mois de mars, il y aura une inauguration officielle avec toutes les autorités. Alors normalement, le préfet est invité, le conseil général est invité, les élus sont invités pour inaugurer ce parcours qui identifie toute l'histoire
qui s'est passé en 1815 lorsque Napoléon est revenu. Et qui chemine de l'entrée de la prairie, où les aigles d'ailleurs ont été remis en place, les ailes de bronze ont été remis en place, avec des petites stations qui racontent l'histoire pour remonter jusqu'à la statue. Ça tombe un samedi, c'est le Ça samedi. tombera le samedi 8 mars, effectivement. Alors moi, vu que je suis né le 11 mars, si les personnes qui m'entendent et qui sont proches me faire un cadeau et m'emmener le 8 mars à La Fraie, voilà, pour qu'on passe une journée impériale, ça me ferait plaisir. J'en profite, hein. Tu seras le bienvenu. On espérait, on a invité, pour tout dire, moi j'ai invité l'ensemble de mes collègues de France à venir. Donc il y aura sans doute quelques délégations qui seront là pour accompagner. On espère avoir quelques reconstituteurs, et notamment la présence de Napoléon. C'est vrai que cette rencontre de La Fraie, c'est un peu un des grands moments de la période des 100 jours. C'est même le tournant. Tout aurait pu s'arrêter là. Paris, voilà. Tout aurait pu s'arrêter là. Et c'est là que, quand il arrive, voilà, si vous me reconnaissez pas, tirez. C'est ça. Et personne tire. S'il y en a un qui tire, l'histoire s'arrête. Toute l'histoire de France en est changée. Hein. Bien sûr. Non, c'est un grand moment. Et donc ensuite ça a été Grenoble, et puis ensuite la montée, Grenoble, Lyon, la montée sur Paris. Qu'est-ce qui fait, Jean-Claude Perrotteau, plus de 2 siècles après, que Napoléon Ier déchaîne encore autant de passion, qui a encore un tel engouement pour Napoléon Bonaparte et Napoléon Ier? Alors, deux éléments principaux, je pense. Alors, même s'il y en a beaucoup d'autres, mais tout à fait. Il y a 2 éléments. Pour faire simple. Il y a le personnage, il y a l'homme. L'homme, il faut pas oublier que c'est un petit noble corse, pour faire simple, un petit noble corse qui est parti de rien, est devenu empereur. Et son parcours avec des qualités de communicant, d'innovateur, de soldat, de stratège et tout, hein. De soldat et de chef d'État. N'oublions pas que Napoléon a régné que 15 ans en France. Et en 15 ans, 2 siècles après, on en parle encore. Il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État dont on parle encore 2 siècles après, lorsqu'ils n'ont régné que 15 ans. C'est vrai. Déjà, donc ça c'est l'homme. Et justement, la continuité de ça, c'est ce que l'Empire a amené à la France. Les traces que l'Empire a amenées dans ses institutions, mais aussi dans sa vie quotidienne. Comme dit Thierry Led, pour reprendre Thierry dont on parlait tout à l'heure, Thierry toujours, on fait du Napoléon sans le savoir. Tous les jours. On vit tous les jours avec Napoléon. Il n'y a pas un endroit, le code civil, les lycées, etc., quoi. Tout à fait. Voilà. Et des choses complètement anecdotiques, comme la numérotation des rues, par exemple. Oui, c'est ça. Le cadastre, des choses comme ça. La poste, l'organisation de la poste. Tout ça, ça date du Premier Empire. Alors, c'est pas Napoléon par lui-même, mais ça date du Premier Empire. Donc, c'est une expansion de l'administration impériale qui s'est mise sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des 132 départements qui avaient au plus fort de l'Empire. Voilà. Qui voulait diffuser la connaissance et l'organisation d'une société nouvelle. Et c'est ça qui reste aujourd'hui. Et puis donc le stratège militaire, puisqu'on est quand même le 6 décembre, à quelques jours du 2 décembre, la victoire d'Austerlitz, c'est le soleil d'Austerlitz, une des plus grandes batailles et une des plus grandes victoires françaises. Tout à fait. Et pour savoir, pour compléter, Jean-Pierre est gentil, il dit une des plus belles, on peut même dire, c'est peut-être la plus belle. Il faut savoir qu'elle est enseignée dans quasiment toutes les écoles de guerre au monde. Même à West Point, aux États-Unis, ils enseignent. Voilà. Ils enseignent la stratégie des 3 empereurs. Hein. Tout à fait. D'accord. On va faire notre petite pause musicale. Mais c'est juste une pause. Petite pause. Mais je croyais qu'on avait fini, moi. Ah non, pas du tout. Il reste encore. On a un personnage. Il est 13h20, on est toujours en direct avec les chroniques de Savoie. Et on parle aujourd'hui du général comment ? Dessay. D'accord, qui était savoyard donc. C'est ça, de Haute-Savoie. Ok, où ? Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, d'accord. Et on va en parler après, là. Après la pause musicale avec Jean-Claude Perrotteau. Ne partez pas. C'est toujours passionnant, ces émissions de l'ami Julien Donzel. À tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Re-bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 FM, bientôt en DAB. En DAB+, Julien. DAB+, tu nous expliqueras en quoi consiste le DAB+. C'est très simple, je peux le faire tout de suite en 2 mots. C'est la radio. Merci. C'est la radio numérique, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la TNT pour la télévision. Ce qui fait que sur notre territoire aixois, chambérien, annécien, vous aurez un son parfait en numérique. Mais pas que, puisqu'on va étendre considérablement notre zone de diffusion. Et pour faire en gros, vous prenez un triangle qui part des portes de Grenoble aux portes de Lyon, aux portes de Genève. Voilà. Et là-dedans,
Vous aurez tout le territoire où vous pourrez attraper dans vos voitures Radio Grand Lac et chez vous. Puis on n'oublie pas qu'il y a l'application gratuite et le site internet dernière génération qui vous permet de nous suivre à travers le monde. On n'est pas juste une web radio, nous on est un peu plus que ça. Voilà. Très bien, super nouvelle Jean-Pierre. Et donc, bienvenue à Jean-Claude Perrotto, puisque lors de cette deuxième partie, nous allons commencer à parler de la vie de Joseph-Marie Dessay, général d'Empire. Et donc, quelles ont été ses origines? Quand est-ce qu'il est né? Où? Bien sûr, parce qu'il faut bien sûr trouver le lien avec les chroniques de Savoie. Et quelle a été sa formation? Le général Dessay et les guerres de la Révolution et de l'Empire, bien sûr. Donc, que dire sur un peu l'émergence de ce général? Alors, c'est une vie extraordinaire. Je pense c'est bien d'en reparler. Il ne faut pas oublier que le général Dessay, ça a été un illustre soldat et ça a été un grand patriote. Et c'est vrai qu'il est mal connu. Je l'ai parlé tout à l'heure avec la comparaison avec son homonyme des ex, l'Auvergnat. Une vie exceptionnelle. On pourrait en parler des heures. Sa vie pourrait se résumer l'intrépide et le visionnaire. D'accord. Il faut se resituer dans l'histoire. Rappelons-nous que nous sommes avant le rattachement de la Savoie à la France. Nous sommes quasiment avant la Révolution. C'est-à-dire que nous sommes en royaume Piémont-Sardaigne. D'accord. Nous sommes dans le duché de Savoie. Joseph-Marie Dessay, il naît à Thonon-les-Bains en 1764 dans une vieille famille savoyarde. Son père, il était le fils aîné d'une grande famille savoyarde, donc de 14 enfants. Son père était... Ah oui, quand même. Ouais. Il avait... alors, il y en a deux frères sont décédés assez jeunes, en bas âge, disons, mais il avait... À cette époque-là, c'était courant. Oui. Il avait quand même 10 à 11 enfants quand même qui étaient viables, on va dire. Ils étaient 5 frères, il y avait une fratrie de 5 frères. Et d'ailleurs, ces 5 frères se sont distingués tous les 5 pendant toutes les guerres du consulat et de l'Empire, même s'il y en a un qui est mort assez tôt plutôt. Il était de la famille d'un proto-médecin, c'est-à-dire c'était le représentant de la médecine dans le Chablais. D'accord. Du roi de l'époque. D'ailleurs, dans cette famille savoyarde, le tutoiement était banni. Entre le père et les enfants, on vous voyait. Ah oui, bien sûr. C'était une famille. Mais par contre, c'était une famille où il y avait beaucoup d'amour. Ce qui fait que la vie de Joseph-Marie, elle était quasiment tracée. On l'appelait Joson au sein de sa famille. Il a fait des études à Thonon-les-Bains et très vite, il a été envoyé à Turin qui était la capitale. La capitale de l'époque. Bien sûr. Il a été envoyé faire des études de médecine. D'accord. Tout simplement. Comme papa. Comme son papa, absolument, tout à fait. C'était une voie toute très tracée. Et à 21 ans, il a été reçu docteur en 1785 à Turin. Alors, docteur, c'est-à-dire titulaire d'un doctorat. Tout à fait. À 21 ans, ce qui est quand même assez précoce. Tout à fait. Il est parti à 16 ans. Ah, d'accord. Il est parti à 16 de Thonon-les-Bains. Il a fait des études à Thonon et il est parti tout de suite à Turin et il a été docteur à 21 ans. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Faut pas oublier que la Savoie, donc, était encore dans le duché de Savoie, est tout de suite attiré par Paris. D'accord. Donc, il s'est tout de suite rendu à Paris pour fréquenter les hôpitaux. Oui. Pour s'aguerrir, on peut dire. Il s'y est fixé, il s'est marié, il a eu deux filles. Et tout de suite, il a été confronté, donc 85, si on fait reçu en 85, donc ça veut dire qu'en 87, 88... 1700, 87, 88, il faut s'en rappeler, bien sûr, on est aux portes de la Révolution. Et tout de suite, il est confronté aux idées libérales que la Révolution de 1789 à Paris met en avant. Il se lie déjà à quelques Savoisiens qui sont présents dans la capitale, dont un qui est bien connu en Savoie, c'est l'illustre Berthollet. Oui. Berthollet, qui était un chimiste, qui était à Annecy d'ailleurs, qui était au fait de sa célébrité. Rappelons-nous que c'est lui qui avait inventé l'eau de Javel. Donc, il était confronté à ces idées de la Révolution. Et il a été tout de suite emporté par ces idées. D'accord. Il était jeune, il était enthousiaste. Il s'est dit, effectivement, c'est des choses qu'il pouvait partager. Il est d'ailleurs tellement impliqué dedans qu'il s'est inscrit dès le 12 juillet 1789, donc 2 jours avant la fameuse 14, il s'est inscrit dans les rangs des volontaires de la guerre nationale. D'accord. Pourquoi les gardes volontaires? Rappelons-nous que à cette époque-là, on était ce qu'on appelait sous la Grande Peur. Donc il fait partie un peu de cette noblesse éclairée. Alors pas de la grande noblesse, mais quand même une noblesse locale éclairée, donc plutôt favorable aux idées de la Révolution. Tout à fait. Un peu bloqué dans leur ascension sociale, c'est un peu cette famille-là. C'est exactement ça. D'ailleurs, on peut rappeler le contexte, et si je peux faire une toute petite aparté à ce qu'on est en train de dire, c'est que, comme il est peu connu malgré tout, on a la chance aujourd'hui d'avoir un document extraordinaire
qui est une étude historique sur la vie du général Dessay. D'accord. Et elle a été écrite par son neveu, Joseph Dessay. Qui est Joseph Dessay? C'est bon de se rappeler. Joseph Dessay, c'est lui qui a écrit les paroles de la Légion des Allobroges. D'accord. Les paroles des Allobroges vaillants. Bien sûr. Qui est un peu notre hymne, Qui est l'hymne du notre pays hymne savoyard. Dont le vrai titre est La Liberté. La liberté, tout à fait. Le seul hymne qui parle de liberté et de paix. Tout à fait. T'as vu, rien tu as dit Allobroge, tu as réveillé Jean-Pierre d'un bien coup. sûr. Tu te rends compte? Je te remets. Et c'est bien de se rappeler, donc, son neveu, avec l'aide d'André Follier, puisque Joseph Dessay est mort avant la parution du livre. C'est quand même André Follier qui était un député sénateur de Haute-Savoie qui a terminé le document, donc qui est paru en 1879. Mais on a quand même un document qui reprend toute l'histoire du général à partir de ses souvenirs. D'accord. De ses écrits, de ses mémoires. Donc, si on reprend juste le contexte de l'époque, la Révolution de 89 a produit en Savoie une commotion très profonde dans la société. D'accord. Pourtant, c'était un pays français, enfin, de langue française, Francophone. de mœurs, d'idées françaises, tout à fait voisins. Et comme tu l'as dit très clairement, la partie éclairée de la bourgeoisie a tout de suite applaudi à ces réformes qui venaient de l'Assemblée constituante française. Bien sûr. Donc, parce que les abus de l'ancien régime en Savoie, même si le roi était bien aimé, qu'est-ce qu'il n'était pas aimé? C'était les gouverneurs. C'était ce qu'on appelait à l'époque le règne du bon plaisir, où les gouverneurs faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, et effectivement, ça les rendait un peu odieux à la population. Et c'est pour ça que ces idées ont été... Et donc, Joseph-Marie Dessay, il est né dans ce contexte politique de l'époque, très clairement. Et ce climat, effectivement, c'était un climat qui favorisait la montée de ces idées-là. D'accord. Donc, quand je reviens à mon propos sur Joseph-Marie Dessay, il a participé donc à la prise de la Bastille. On revient au 14 juillet. Et après, il rentre à Thonon-les-Bains. D'accord. Normal, à la maison. Il rentre à la maison où une vie calme l'appelait. Bien sûr. Très clairement, il était médecin. Il allait prendre la succession de son père ou continuer à travailler avec son père. Seulement, les préoccupations politiques du moment qu'il a retrouvées en Savoie l'ont amené effectivement à entendre la révolution qui frappait aux portes du pays. Des mouvements populaires ont commencé à fomenter. Pas qu'en Haute-Savoie. Moi, quand je parle Savoie, c'est l'ensemble de la Savoie. C'est-à-dire à Chambéry, à Montmélian, à Aix-les-Bains. Il commençait à y avoir des mouvements séditieux, quelque part. Donc, et puis des mouvements à Montmélian, notamment, j'ai pris quelques notes, à Montmélian, où il y a eu des ordres très légers, mais qui ont été réprimés très violemment. Donc, qui a amené une réaction très importante de la population. On a commencé à voir apparaître, dès 1790, des brochures hostiles au gouvernement, qui s'appelait Le Réveil de la Savoie. D'accord. Qui a incité les gens, effectivement, à prendre conscience que, à côté, on vivait peut-être un peu mieux qu'on vivait en Savoie. D'autant plus qu'à l'époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas maintenant, mais c'est vrai que en Savoie, à la fin du 19e siècle, on est loin du pouvoir central, qui est à Turin. Totalement. Et qui est plutôt tout à fait, attiré vers la péninsule italienne. De côté des montagnes. C'est ça. Tout à fait, Nous sommes plus francophiles et francophones qu'italiens. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi cet éloignement et le fait d'être gouverné par un souverain dont la personne est attachante, mais que l'on ne voit quasiment jamais. Voilà. Victor Amédée, tout à fait. Non, mais certain. Puis, déjà, on sait très bien, même aujourd'hui, qu'il y a une barrière naturelle que sont les Alpes, qui fait qu'effectivement, la Savoie était plus tournée vers la France que vers l'Italie. Mais donc, ces mouvements populaires ont été presque encouragés dès 1791 par des brochures de propagande révolutionnaire. Et là, il y a eu quand même une répression très importante. On se rappelle de Joseph Caff, la famille Caff, qui est chambérienne, qui a été condamné à mort par contumace pour avoir introduit 2 exemplaires d'un document qui s'appelait Le Premier Cri de la Savoie vers la liberté. D'accord. Donc, on ne badinait pas avec l'autorité à l'époque, notamment, et en Chablais, pareil. L'effervescence est montée, il y a eu des attroupements, Dessay qui revenait de Paris. Il a commencé à parler de ce qu'il avait rencontré à Paris. On l'a écouté, on l'a applaudi, on se réjouissait de ce qui pouvait arriver en France, même si, effectivement, les autorités n'étaient pas enclines plutôt au changement. Au changement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et malheureusement, ce qui s'est passé, tout à fait, la ville de Thonon-les-Bains, pour revenir à la patrie de Dessay, a été mise en état de siège. D'accord. La peur, quelque part de voir monter ces idées de la Révolution. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les insurgés? Ils se sont réfugiés en Suisse. D'accord. Très clairement. Et à partir de là, sont nés des bruits, quelque part, qu'ils allaient envahir la Savoie, que les réfugiés, les insurgés plutôt, allaient envahir la Savoie. Donc, il y a eu une répression très importante. D'accord. En réalité, c'était des bruits. La campagne était très calme, le roi était bien aimé, et avec les gouverneurs qui n'étaient pas aimés. Donc, c'était relativement calme.
Mais par contre, effectivement, les autorités qui étaient peu rassurées ont fait un procès aux insurgés, une procédure de ce qu'on a appelé de lèse-majesté, effectivement, puisqu'il est paru à cette époque-là un document dont on parle encore aujourd'hui, qu'on a appelé le Tocsin de la Savoie. D'accord. Paru à l'époque à 20 000 exemplaires. Ah oui, c'est énorme. Et diffusé dans l'ensemble de la Savoie. D'accord. Donc, faut imaginer le ressenti qu'on peut avoir la population et l'impact que ça a pu avoir. Donc, tous ces insurgés, il y a eu un procès important, ils ont tous été condamnés. D'accord. Faut savoir, donc, vous allez voir après le paradoxe un peu de l'histoire, ces gens ont été condamnés et il y a eu on dit aujourd'hui des odieuses exécutions. Oui. On a pendu en place publique les effigies, notamment celle de décès de Joseph-Marie Dessay. D'accord. Il a été pendu en place publique à Tonneau-les-Bains. Nous sommes en 1791. Alors quand tu dis il a été pendu, c'est pas lui personnellement. Son effigie. Voilà, l'effigie. Son effigie, bah oui, parce qu'ils avaient Bien sûr. mis quand même la frontière, le lac. C'était un symbole, voilà. C'était un symbole. Sur la place publique, il y avait un arrêté du Sénat qui les condamnait à être pendus. D'accord. Forcément, on pendait leur effigie. Nous sommes effectivement début 1792. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le 22 septembre 92, rappelons-nous l'histoire. Les Français arrivent en Savoie. Avec le fameux général Montesquieu. Voilà. Les Français arrivent en Savoie. À la même période où Joseph Dessay est condamné. Joseph-Marie Dessay. Donc Joseph-Marie Dessay, il va s'en aller vers Paris. Les Français arrivent en Savoie. Il va s'en aller à Paris avec ses frères, avec 3 frères. Et là, ils vont former une société qu'on a appelée au début Propagande des Alpes, D'accord. Club des Patriotes étrangers. Et enfin, Club des Allobroges. Ça nous dit quelque chose, Ça, Club des Allobroges. tout à fait. La fameuse Légion des Allobroges. Ces fameux clubs qui sont nés sous la Révolution, qui étaient des clubs un petit peu révolutionnaires. Le plus connu qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Club des Jacobins. Bien sûr. Mis en place par Mirabeau. Mais le Club des Allobroges, c'était à peu près la même chose. D'accord. Fomenté par une société composée de Suisses, de Savoisiens, de Piémontais, qui avaient comme volonté de défendre, effectivement, la patrie. Parce que pour eux, leur patrie, c'était la France. D'accord. Très clairement. Donc, en réalité, il faut se rappeler que les Allobroges, ça veut donc dire ceux qui viennent d'un autre pays. Ils viennent d'un autre pays et ils vont donc se constituer en une légion pour défendre. Très clairement, un peu à l'image des légions romaines. Bien sûr. Ils se sont constitués en légion. Ils n'étaient pas forcément nombreux. En 1792, ils sont 2157 hommes. D'accord. C'est pas énorme. D'ailleurs, excuse-moi, Jean-Claude, mais le mot légion à l'époque, alors aujourd'hui on voit légion étrangère, etc. Mais à l'époque c'est plutôt légion romaine, c'est-à-dire défense de la République romaine. Tout à fait. De la Rex Publica. Absolument. Et puisque là on est dans un mode de gouvernement où, à l'époque, on veut renverser la monarchie pour en faire pour transformer la France en un État plutôt républicain. Le fait d'appeler cette garnison, ce corps d'armée, légion, ça rappelle aussi la fameuse légion romaine, donc la légion de la République romaine. Tout à fait. C'est exactement dans cet esprit-là. D'ailleurs, ils l'ont composé comme ça, à tel point que ils ont prêté serment. Cette légion a prêté serment à l'Assemblée nationale. Leur devise, c'était vivre libre ou mourir. Et Dopey, qui les commandait à l'époque, a très clairement prêté serment devant l'Assemblée nationale en disant que le nom Allobroge, ce nom jadis si célèbre, renaisse de sa splendeur. D'accord. Très clairement. Ce qui veut dire que, effectivement, ils sont pris fait et cause pour la nouvelle République française, très clairement, en s'affichant et en se reconnaissant comme, effectivement, une force qui allait défendre cette patrie. Et d'ailleurs, 3 jours après leur nomination, nous sommes le 10 août 1789. Qu'est-ce qui se passe le 10 août 1789 ? C'est l'assaut des Tuileries. Bien sûr. C'est le massacre des Suisses. Oui, et là, tout à fait. on va voir Commandé apparaître... par Danton, d'ailleurs. Tout à fait. On va voir apparaître un des traits marquants de la personnalité de Dessay. Il faut savoir que lors de ce massacre aux Tuileries, Dessay a sauvé des Suisses. D'accord. Du massacre. Et en plus, quand on dit massacre, le mot n'est pas galvaudé. Ça a vraiment été une boucherie. Oui. Il suffit de... Ah oui, tout à fait. Il y a un monument célèbre que vous connaissez sans doute à Lucerne qui rappelle justement ce massacre de 1789. Par contre, ce jour-là, effectivement, Dessay, un peu heurté par ce massacre, un peu gratuit quelque part, puisqu'on dans l'histoire, c'est un peu ça finalement, parce que les Suisses étaient rendus, ils leur ont tiré dessus alors qu'ils avaient baissé les armes. Donc, il en a sauvé un certain nombre, et un certain nombre de ces Suisses qui ont été sauvés ont intégré la Légion des Allobroges. D'accord. Et ça, c'est un des traits saillants de son caractère. C'est quelqu'un qui est très humain. D'accord. Et tout au long de sa carrière, on va retrouver ce trait saillant. Avant de poursuivre, est-ce qu'on n'entamerait pas notre deuxième pause musicale ? On peut, mais c'est tellement passionnant le temps passe que tellement ça passe. vite. Jean-Claude Deuxième Guerotto, et dernière pause musicale ?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Allez, Ça passe tellement vite, Jean-Claude. C'est un on la plaisir. balance là. Allez, vas-y. Mais pas trop loin pour qu'on puisse la rattraper. On est toujours en direct sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie avec l'excellent Jean-Claude Perrotto qui est en tout point passionnant. C'est résumé, Ah, si c'est on peut incroyable, dire, oui. de la vie du général d'essai. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, bienvenue, puisque nous Julien, sommes... tu t'étais endormi et Sur cependant, le micro, il y a comme ça, Lara Fabian qui chantait Oui, mais c'est pour ça. Réveille-moi. Oui, bah pas du tout. Réveille-moi quand le monde ira mieux, sa dernière phrase. Je pense qu'elle va dormir encore Ah un oui, moment. quand même, je pense que oui, là, elle peut faire une grasse mat, je pense. Elle peut faire une grasse mat. Donc, bienvenue pour cette dernière partie. Le temps passe tellement vite. C'était passionnant, Jean-Claude. Et nous t'écoutons avec attention pour connaître, en 20 minutes, la poursuite de la vie du général d'Essai. On va essayer de résumer un petit peu. Et sur son parcours et puis la fin de sa vie, ses liens avec ton nom. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Mais bref, je sais que tu vas être le plus clair et le plus concis possible. C'est passionnant. C'est une histoire passionnante. C'est vrai que c'est une histoire. C'est pour ça que c'est Et bien d'en méconnue. parler et méconnu. Effectivement, et c'est vrai. C'est vraiment la vie d'un Savoyard. C'est pratiquement une des plus grandes figures Bien sûr. emblématiques de la Savoie. Faut s'en rappeler. Alors, je reprends le 22 septembre 92 où les Français ont envahi la Savoie, effectivement, pas Clermont-les-Alpes avec 15 000 hommes. Le général Montesquieu. C'est Le ça. général Montesquieu, tout à fait. Alors, projetons-nous un an après. Nous sommes en décembre 92. En décembre 92, c'était en 91 par contre avant. En décembre 92, d'Essai revient en France, revient dans Bien le sûr. département du Mont-Blanc. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe, d'Essai? Eh ben, il est acclamé. Il arrive à Chambéry, il arrive dans les bains. Un héros Et il est populaire arrivé local. comme un héros. Donc il suffit de se rappeler qu'un an avant, il était pendu quand Bien même. sûr. Son effigie était pendue sur la place publique. Donc il prend, en fin décembre 92, il prend le commandement de la Légion des Allobroges en remplacement de Dopet, qui est nommé général. Alors j'ai une petite question, parce que là, il a un rôle militaire. Alors tout à fait, là il est militaire, absolument. Et comment un médecin peut devenir... comment de médecin, il est passé à commandant militaire? Alors, faut pas oublier qu'il a intégré les gardes nationales. D'accord. Après, Oui. il a été intégré dans la Légion des Allobroges. La Légion des Allobroges, sous le commandement de Montesquieu, a été formée en Légion militaire. D'accord. Il a été nommé tout de suite, ah oui, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, il a été nommé d'emblée, il a été nommé capitaine. Il a été élu, d'ailleurs, D'accord. comme on disait à l'époque. Oui, oui. Il a été élu capitaine de la Légion. Donc voilà, c'est pas un parachuté. Il a non, quand même il eu n'a pas été une- parachuté, voilà. il a vraiment eu une implication militaire, une formation militaire, et il est devenu l'adjoint et après le commandant de la Légion. D'accord. Voilà. Donc je reprends juste. Donc il arrive en fin 92 dans le département du Mont-Blanc. Il arrive sur la place à Tonon-les-Bains et il est acclamé. C'est bien de se rappeler cette image Bien quand même, sûr. quelque part. Alors très vite, effectivement, la Légion des Allobroges connaît une grande réputation. Oui. Alors, je vais juste rappeler, d'ailleurs, c'est l'histoire. Les Allobroges, c'était des grands guerriers. Hein, si on se ramène 3-4 Bien sûr. siècles avant Bien Jésus-Christ. sûr. C'était Des Celtes, hein, tout à fait. Des Une peuples peuplade gaulois de très, Celtes. très guerriers. Et donc, ils ont cette réputation-là. Donc, ils vont être envoyés très vite et demander en renfort. Tellement ils ont une bonne réputation. Alors, ils ont une bonne réputation, mais ils sont quand même très indisciplinés. Hein. D'ailleurs, cette légion, il faut savoir qu'elle a failli même disparaître. D'accord. On leur reprochait de pas toujours respecter le règlement. Voilà. Et d'ailleurs, Jean-Claude, c'est tellement passionnant ce que tu nous racontes, mais je sais pas si on va pas faire 2 émissions consacrées au général d'Essai en 2 parties pour prendre le temps. Mais on peut. Le mois prochain. Mais on peut. Je propose ça comme ça. Tu réserveras ton si tu es disponible. Avec on fera plaisir. comme ça, on prend le temps aujourd'hui et on prendra le temps la prochaine fois. C'est un personnage tellement que- c'est passionnant. Oui. Que je trouve qui est très très passionnant. Et Excuse-moi, on peut même, on peut ouais, même ouais. creuser davantage. Bien sûr. Je vous fais un peu synthétique, mais Bien sûr. on peut creuser davantage. Donc très vite, la Légion des Allobroges va être sollicitée pour intervenir sur le territoire national. Donc ils vont quitter la Savoie. Oui. Ce qui ne sera pas sans conséquence, parce qu'il faut savoir que comme la Légion qui défendait un peu le territoire, ils avaient été mis là, donc fin 92, ils vont partir. D'accord. Donc le territoire sera moins défendu. Ce qui va expliquer la contre-offensive qui sera menée notamment dans le Faucigny Oui. par les Piémontais et qui va générer Oui, d'autres qui veulent récupérer un peu leur territoire. oui, hein. bien sûr, bien sûr. Donc, ils sont envoyés faire la campagne du Midi. La campagne du Midi, il faut se rappeler, c'est les fédéralistes Oui. qui sont un peu des contre-révolutionnaires, quelque part. Et donc, la Légion des Allobroges est envoyée pour battre cette rébellion. Ils vont se retrouver dans la continuité au siège de Toulon. D'accord. Là, pour bouter les Anglais que les fédéralistes ont mis en place. Bien sûr. Hein.
Et là, il va rencontrer un personnage important de cette époque-là. Mais qui peut-il Qui peut-il rencontrer en 1793 à Toulon? Eh bien, un général qui à l'époque n'était pas général, d'ailleurs, qui commencer à faire parler de lui, c'est le général Bonaparte. Bonaparte, effectivement. Donc c'est la rencontre avec celui qui deviendra le chef de l'Europe, voire même du monde. Tout à fait. Tout avec ce personnage. Mais on va s'apercevoir qu'ils vont avoir des carrières qui vont un tout petit peu se suivre quelque part. D'accord. Puisqu'ils se rencontrent très tôt. D'accord. Et ils vont quasiment se suivre pratiquement tout le temps. D'accord. Donc après le siège de Toulon, la Légion des Allobroges, comme elle paraît très sollicitée, elle est envoyée en Espagne. Oui. Enfin, dans les Pyrénées-Orientales, comme vous à l'époque, pour bouter les Espagnols, plutôt qu'avaient envahi. Alors, il me semble que c'est à cette époque que va également émerger un autre grand chef de guerre qui est issu aussi de la région des Pyrénées, mais je peux me tromper. C'est pas le maréchal Lannes qui va aussi combattre au même moment, au même endroit, dans le même lieu, du côté un peu de Perpignan, dans ces eaux-là. Je peux me tromper, hein. Mais on vérifiera et on c'est pas affirmatif. le mois prochain. Il est natif de Lectoure, effectivement, Voilà, en c'est Ariège, ça. c'est vrai. Je sais pas s'il était à cette époque-là avec la Légion des Allobroges. Je suis pas certain, mais on vérifiera. On confirmera. Donc, la fameuse campagne des Pyrénées-Orientales, ils étaient très craints les Espagnols. On disait même, la légende disait que leurs chevaux mordaient. D'accord. Tellement ils étaient craints, les Allobroges. Après la Pyrénées-Orientale, ils vont rejoindre l'armée d'Italie. D'accord. Et c'est à cette époque-là, effectivement, où les Allobroges vont être intégrés. C'est ce qu'on va appeler l'amalgame. D'accord. Autrement dit, la plupart des régiments vont être intégrés dans l'armée française, l'armée D'accord. d'Italie. Donc, la Légion des Allobroges en tant que telle va petit à petit disparaître. Mhm. Mais par contre, les légionnaires, si on peut dire, les Allobroges, qui ont intégré l'Italie, vont se couvrir de gloire. On va les retrouver à Lodi, on va les retrouver à Arcole, on va les retrouver à Rivoli. Mhm. Et d'ailleurs, à Rivoli, Dessay va connaître sa première grande blessure, effectivement. Il va être blessé, il va être fait prisonnier. D'accord. Il va rester plusieurs mois prisonnier en Hongrie, avec 3 de ses frères d'ailleurs. D'accord. Il va rentrer en 97 à l'armée d'Italie. Et là, il va là aussi faire preuve d'humanisme, il va faire preuve de bienfait vis-à-vis de la population, vis-à-vis de ses soldats, puisqu'il aura effectivement un précieux témoignage de satisfaction qui sera donné par le directoire de la République, donc nous sommes déjà sous le directoire, pour l'action qu'il a eue notamment pendant la révolte dans la ville de Coni en Italie, dans l'hiver 97-98, parce que c'était un peu la misère. Bien sûr. Ça se passait pas très bien. Alors après, c'est vrai qu'on est dans des régions d'Italie du Nord, où les armées passent, repassent. Tout à fait. Et c'est vrai que ce sont des régions qui ne sont pas épargnées par la guerre, hein, bien sûr. Donc forcément, à l'époque, on vit un peu sur le dos de la population. Hein, donc, bien sûr. C'est vrai que ce sont des périodes qui sont pas faciles pour toute cette région du nord de l'Italie, qui a été habituée malheureusement dans l'histoire à voir des passages de troupes, mais plus particulièrement à la fin du XVIIIe siècle. Tout à fait, et c'est ça. Et d'ailleurs, par contre, il s'est fait aimer de la population, justement par le fait qu'il a quand même apaisé un petit peu le climat qui régnait à cette époque-là dans les villes. Est-ce que le fait que ce soit un peu entre guillemets un local, donc qu'il ait des origines sardes, ça aide aussi au fait qu'il soit apprécié ou qu'il ait un regard différent sur ces populations? Ou alors on le sait pas forcément? Non, on le sait pas forcément. Il est comme ça. Il est comme ça, c'est vraiment son caractère. On va le revoir à d'autres périodes de sa carrière. D'accord. C'est vraiment son caractère. Oui. Souvent comme ça, et d'ailleurs, ça lui sauvera même la vie. On va y revenir un peu plus tard. Ça va même lui sauver la vie. Jean-Pierre, je sais pas ce que t'en penses, mais Jean-Claude est très bon pour teaser les suites de l'émission. Ah, tout à fait. Moi, je me délecte. Ah bah c'est clair. Alors, nous sommes en fin 97, début 98. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer en Savoie? Revenons un petit peu en Savoie. Eh bien, les électeurs savoisiens, nous sommes sous la mise en place de l'Assemblée constituante, pas constituante, de l'Assemblée législative. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une chambre haute, une chambre basse. Il va donc y avoir la demande d'élection de représentants dans ces assemblées. Eh bien, en Savoie, un personnage va sortir et sera élu représentant au Conseil des 500, ce sera Dessay. D'accord. Dessay va donc devenir, en 1798, député de la Savoie. Rappelons-nous ce jeune médecin qui était plutôt amateur de vie champêtre au fin fond du Chablais, qui devient général et qui en même temps devient député. D'accord. Et il remplit tellement son rôle qu'en 1788, on va arriver à la création du département du Léman. D'accord. Puisque nous étions sous le département du Mont-Blanc. C'est ça. Avec l'intégration de Genève. Donc, il y a la création de Mont-Blanc. Dessay est à l'origine de la création du département du Léman, en complément du département du Mont-Blanc. Il y a un autre projet qu'il a beaucoup défendu, qui aujourd'hui on vit encore avec, c'est la route du Simplon.
D'accord. La oui. rue du Saplon, qui a été effectivement défendue par Bonaparte, qu'il a créé, qui a permis le passage des troupes après, ça a été créé à l'initiative de Dessay. D'accord. Donc Dessay le médecin, Dessay le militaire et aussi maintenant Dessay l'homme politique. Tout à fait, le politique, un peu le visionnaire, et qui est toujours avec l'esprit de défendre son pays. Bien sûr. Ça a été toujours, tout au long de sa carrière, il a été attaché à défendre son pays, et là aussi, on le reverra un peu dans les dernières années, pas les meilleures. Là, malheureusement, il va se passer quelque chose. Pas dramatique, mais pour sa carrière. Eh bien, Dessay, c'est un homme qui est pur, c'est un homme qui est droit. Et c'est un homme qui va être hostile au coup d'État D'accord. du 18 Brumaire. Qu'il va en fait subir en tant que député un peu. Alors, non seulement il va le subir, oui, il va le subir en tant que député, à tel point qu'il va le subir, mais il va être contre, il va s'opposer au coup D'accord. d'État. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Eh bien, il va être exclu du corps législatif. D'accord. Il va être plus ou moins écarté carrément de la vie politique, il va être éloigné, il va être mis en disgrâce. Il était à Saint-Cloud le jour du coup d'État. C'est fort probable. D'accord. C'est fort probable. Là, si on pourra le vérifier, mais c'est fort probable qu'il y était, tout à fait. Et donc, comme il s'y est opposé manifestement, quelque part, il sera éloigné D'accord. en disgrâce de la vie publique. Et il sera toujours militaire, il bien est sûr. toujours militaire. Mais par contre, il va les servir en Allemagne, il va les servir en Hollande. Donc faut s'imaginer pour l'époque ce que c'est que de s'opposer au coup d'État. C'est-à-dire en plus membre du Conseil des 500 qui était présidé par l'un des frères de Napoléon, il Oui. me semble. à Donc fait. on s'oppose déjà à Oui. la future personne qui aura... C'est un peu comme un député s'il faisait scission auprès du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, enfin, pour faire rapide, voilà. Et en plus, il s'oppose à celui qui va avoir une carrière phénoménale. Et donc, il se plante un peu. Beaucoup, par intérêt personnel, n'ont pas eu ce courage. Voilà, on va dire ça comme Absolument. ça. Voilà. On peut dire que stratégiquement, il avait été carriériste. C'est ça. Et là, il n'aurait pas pris cette position. Il a fait un faux pas, c'est clair, quelque part. Et bon, heureusement, ça va plutôt bien se passer, mais il va quand même connaître un peu 5 ans de galère, si on D'accord. peut dire. Alors, des postes pas forcément glorieux, mais il sera quand même en Hollande, il sera quand même en Allemagne. Cependant, malgré tout, il va quand même être reconnu pour ses valeurs militaires et ses valeurs humaines partout où il va passer. D'accord. En Hollande, en Allemagne, il sera très bien reconnu. À tel point qu'il sera reconnu qu'il sera proposé au grade de général. Parce qu'il était jusqu'à maintenant que colonel. D'accord. Il était colonel à Toulon. Oui. 10 ans en arrière, il était déjà colonel. D'accord. Et en réalité, il avait refusé le grade de général Oui. pour rester auprès de ses hommes. D'accord. Encore un trait saillant oui. de son caractère. Ces hommes, ils sont en plus des hommes à lui, des hommes du pays. Bien qui sûr. sont, voilà. Bien sûr. Et là aussi, ça le servira. On pourra le voir plus tard. Ça va le servir parce que le tas d'esprit communautaire des Savoisiens, ils vont se retrouver tout au long. Même si la Légion des Allobroges n'existe plus en tant que telle. Oui, ils font corps. Ils font corps et on va les retrouver dans l'armée des Alpes en 1814 et 1815. D'accord. Donc il devient général. Alors là, il a plusieurs mutations. On l'a même pressenti pour faire une expédition maritime. D'accord. Parce que c'est un peu curieux pour un homme de la montagne. Oui. Mais bon, cette expédition n'aura pas lieu parce que malheureusement, les conflits avec l'Autriche vont renaître. Il va se retrouver en Allemagne. Bien sûr. Il va se retrouver en Italie. Il va devenir chef d'état-major d'un corps d'armée. D'accord. Encore oui, donc il sera pas à Austerlitz, mais il sera quand même dans la campagne Bien sûr. qui mènera à Austerlitz. On se projette plus en avant, puisqu'il va effectivement en 1807, 1808, il sera en Prusse, il sera donc en Allemagne, je l'ai déjà dit. En 1809, il va se retrouver dans la campagne d'Autriche. D'accord. Il va être nommé général de division, justement, pour tous ses mérites qu'il a eu, l'armée du Rhin, l'armée d'Italie. Il aura combattu auprès de Gênes, le vice-roi d'Italie, faut l'oublier, contre les Autrichiens. Quand tu parles de campagne d'Autriche, c'est Friedland, c'est ça? Alors, Friedland, c'est après. Friedland, c'est en Pologne. D'accord. Ok. Là, Oui, pardon. Friedland est en Pologne. Alors que, non, Autriche, c'est la campagne. Il faut se rappeler juste que Napoléon avait mis le camp de Boulogne en 1803. Oui. Voilà, quelque part. Il avait tout institué pour envahir l'Angleterre Bien après sûr. la rupture de la paix d'Amiens. Quelque part. Et puis, à un moment donné, il fait volte-face, il décide de partir en Autriche. C'est ça, la fameuse campagne. D'accord. Il Donc commence c'est la par déclaration Ulm. de guerre de l'Autriche Voilà. aux alliés munichois, enfin bavarois. Ouais. Et donc Napoléon est obligé, pour pas être pris sur ses flancs, de partir de Boulogne et de faire cette fameuse épopée. Voilà, D'accord. il part de Donc, Boulogne, il donc passe par campagne Ulm, d'Austerlitz. et il arrive à Vienne. D'accord, ça y est. Hein, il vient de- Merci pour ce petit C'est la cette première petite mise à jour. La première, on peut dire, le premier séjour à Vienne. Il y en aura d'autres, mais c'est son premier séjour à Vienne. En 1809, donc, il est général de division. D'accord. Et d'ailleurs, privilège important, à Vienne, il va être invité à déjeuner avec le prince Eugène à la table de l'empereur. D'accord. Privilège rare. Privilège rare. Et là, l'empereur va quand même le saluer d'intrépide, au vu des différentes campagnes qu'il a menées. Bien sûr. Il lui a exprimé sa reconnaissance en ces termes dont on parle encore aujourd'hui. C'est là où il lui dit « Vous êtes un brave et un brave homme ». D'accord. Ah oui, Il le fera. beau compliment, oui.
très beau compliment de la part de l'empereur. Il le fera comte d'Empire après Wagram, D'accord. où il va se couvrir de gloire en juillet 1809. Puisqu'il faisait partie d'un autre homme dont tu as parlé tout à l'heure, c'est de Masséna. Il faisait partie D'accord. du corps d'armée de Masséna. Et la demande exprès de Masséna, Desaix va rejoindre le corps d'armée de Masséna. D'accord. Très clairement. Donc il était reconnu comme tel. Il a été couvert tout au long de sa vie, donc tout au long de sa carrière, comme on vient de voir, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche de nouveau, il aura des citations en permanence des mérites. Très important. Mais par contre, il prend de l'âge. D'accord. On va arriver en 1812. Alors, on fait un petit retour arrière, un petit flashback. En 1811, Desaix, on va lui confier, on est un petit peu dans une mission secrète, on va lui confier la constitution d'une armée. D'accord. Il n'y a pas la guerre encore. La guerre, c'est l'année prochaine. Mais déjà, Napoléon, eu égard à la politique de l'époque et un peu aux trahisons du tsar Alexandre, il a commencé à mettre en place une armée. Il a confié ça à Desaix. D'accord. Desaix va se voir confier la préparation d'une armée de 20 bataillons. Plus de 20 000 hommes pour faire face au bruit de guerre qui se fomente. Et effectivement, l'année d'après, on arrive en 1812 et l'empereur va le rappeler dans le premier corps d'armée de Davout D'accord. Davout. pour partir en la campagne de Russie. Très célèbre maréchal. Tout à fait. Aussi. Mais il avait 48 ans déjà. Ah oui, d'accord. Oui, donc il arrive à un âge quand même. Eh oui. À cette avancé. époque-là, ça commençait à marquer. commençait Eh à oui, Et oui. Il d'ailleurs- commence à avoir des cheveux blancs à 48 ans. Mais ouais. il avait Attends, des cheveux maintenant, blancs. c'est hyper D'ailleurs, jeune que je dis. Très clairement, oui. dans ses mémoires, il est bien marqué qu'il avait des cheveux blancs à 48 ans. Il pensait déjà prendre sa retraite. D'accord. Et il a été rappelé par l'empereur pour partir à la campagne de Russie. Et si on se rappelle la campagne de Russie, c'était pas une Ouais, c'est- petite ça- affaire. Hein. Ça n'a pas été D'accord. la plus simple. Hein. Non, non, non. Et malheureusement, d'ailleurs, alors, il a passé donc le Niebel, il a été à Smolensk et il s'est retrouvé à la Moskova, Oui, ou comme les Russes appellent Borodino. Oui. Et là, il sera blessé. d'accord. Il sera gravement blessé, effectivement, puisqu'il a quasiment perdu son bras. Il a le bras droit complètement brisé par un D'accord. Biscayen. Et donc, malheureusement, l'arrêt voulait l'amputer Par un, pardon. tu par un dis- Biscayen. Ces Biscayens, c'est des tout petits boulets qui sont. Ah oui, Des tout d'accord. petits boulets qui D'accord. font 30 ou 40 mm de D'accord. diamètre. Ok. Voilà. Et l'arrêt, le célèbre chirurgien, Oui. voulait l'amputer. Et il a refusé l'amputation. D'accord. Et il a gardé des séquelles, paraît-il, toute sa vie, de grandes souffrances, mais toute sa vie, il a gardé. Mais il a voulu essayer de rester au contact de ces hommes. Bien sûr. Donc, il a refusé l'amputation pour ne pas être réformé. Bien sûr, il a peut-être bien fait de pas vouloir être amputé, parce qu'on sait qu'à l'époque, l'amputation, ça signifiait aussi parfois, souvent, Tout à fait. On aura l'occasion. gangrène et la mort, oui. On en parlera l'année prochaine. On a un colloque sur la médecine. Je pense D'accord. qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça peut être intéressant. Ouais. Donc, malgré son état de santé, donc il ne pourra pas garder le commandement de sa division. Il sera nommé gouverneur à Berlin. D'accord. Voilà. À fin 1809, il est nommé gouverneur. Et là aussi, où il se fera énormément apprécier. Et ça aura son importance encore plus tard. Mais malheureusement, son état de santé l'oblige à rentrer dans ses foyers. Oui. Nous sommes en 1813. Il va passer toute l'année de 1813 à se soigner. Parce qu'il ne peut plus faire face. Il est blessé, il souffre beaucoup. Et d'ailleurs, il compte finir ses jours à Thonon-les-Bains. D'accord. Il faut savoir qu'on est donc revenu en 1814. Et 1814, le département de Mont-Blanc est redevenu, une partie du département de Mont-Blanc est redevenue Sarde. Bien sûr. On est revenu sous Victoire Emmanuel Ier. Mais on arrive en 1814. 1814, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les Autrichiens commencent à frapper à la porte. Bien sûr. Puisque là, malheureusement, on est en pleine campagne de France. Et donc, les frontières, petit à petit, sont envahies par les ennemis. Donc, les Autrichiens ont commencé à rentrer par les Alpes. Et donc, à 50 ans, notre général Desaix, qui ne peut plus monter à cheval, donc en calèche, eh ben, il va partir à la rencontre des Autrichiens. Alors, Jean-Claude, ce que je te propose, c'est qu'on arrête là, parce qu'on arrive au bout de notre Oui, émission. il est déjà 14h. C'est 14 ça heures passe déjà. vite C'est avec toi, incroyable. avec vous deux. Et je propose qu'on reprenne lors d'une prochaine émission. Est-ce que tu es disponible le 9 Non, le 10. le 10 janvier? Il va dire oui. Il va dire Mais oui, il va dire. Ah, après, ça C'est- peut être le 10, ça peut être le 17, parce que pour les chroniques de Savoie, C'est en direct. Nous avons notre invité qui consulte son agenda. tout est clair, hein, tout est transparent sur Radio Oui, Grand Lac. Tout à fait. C'est Je vois, en c'est- direct. C'est une radio très, très réactive, c'est très bien, j'aime bien. En J'aime direct. bien, Et je en veux- plus, tu as vu qu'on te met pas du tout la pression. Hein, t'as vu Le 9 janvier? Oui. Non, Non, le- je serai pas disponible. Le, Le ven- sept- le vendredi 10. Le vendredi 10. Oui, le 10, oui. Et ben voilà. Eh ben voilà. Et ben on va donner rendez-vous à nos auditeurs le vendredi. L'année 10 prochaine, janvier. donc. L'année prochaine. Et puis comme ça, tu nous paieras un coup pour la nouvelle année, Jean-Pierre. Ah bon. Oui.
D'accord. Ah, moi, pas d'alcool, tu sais bien. Oui, tout à fait. Ouais, donc- C'est pratique. Avec grand plaisir pour l'année prochaine. Et ben, comme Ouais. ça, nous continuerons de parler, Oui. puisque, alors, on va Il y a tellement de choses à dire Sans sur vouloir- ces grands personnages de notre histoire. sans vouloir aller trop en avant, parce que là, on s'arrête à l'année 1814. Ouais. Il y aura une célèbre bataille qui va nous à fait. attendre Oui. en 1814. Verdun, non. Oui, Non, pas et tout à c'est pas du tout la fin de la vie de Non, notre non. général, puisqu'il va vivre encore, je crois, plus d'une vingtaine d'années. Ah, ou- tout à fait. Voilà. 1834. Voilà, donc, et ben, on a encore une bonne partie de la vie du général Dessay. On a vu Dessay, donc, le potentiel médecin, Ouais. l'homme de guerre, le politique. Oui. Et donc là, on va voir aussi la fin de la carrière de Dessay, et puis comment va-t-il vivre sous ensuite maintenant un territoire qui va redevenir sarde. Oui. Oui, tout à fait. Après le congrès de Vienne. Hein. C'est ça. Voilà. Et ben, Merci Jean-Claude. Bien sûr. merci Julien. Oui. Faites comme je viens de le faire, adhérez au Souvenir napoléonien. C'est Bien sûr. c'est une très bonne association. On y apprend des choses exceptionnelles, des anecdotes, la petite, la grande histoire. N'hésitez pas, venez. C'est vraiment une association qui me tient à cœur. Et j'ai vraiment passé, y compris avec mon épouse, de super moments. Alors elle qui n'est pas très branchée histoire, mais quand elle m'accompagne, elle me dit toujours Elle est obligée, notre pauvre Barbara. c'était super, c'était génial. Enfin voilà. Donc On non, vous n'hésitez accueillera pas. avec grand plaisir. Merci Jean-Claude Jean-Claude. Perrotto et Julien Donzel Merci qui étaient Jean-Pierre. avec nous pour les chroniques de Savoie. Donc, dans un mois, là, c'est pareil. Bah voilà, on retrouve. C'est ça. Eh ben, On incite les personnes à écouter le podcast de cette première émission. Oui. On les incitera à écouter quelques jours avant le 10 janvier. Oui, tout Comme à ça, fait. ils se mettront à jour. Et puis le 10 janvier, nous parlerons de la fin de notre histoire du général Dessay. De ces- Donc la un fin de sa carrière, son impact sur la Haute-Savoie, etc. un de ces personnages qui a fait la Savoie aussi, C'est ça. à sa manière, aux côtés de l'empereur Napoléon Ier. Et quand encore tu dînes à la table de l'empereur et que l'empereur te dit vous êtes un brave et un brave homme, quel plus beau compliment Bien peut-on avoir Bien sûr. au cours de notre vie. Bon après-midi à toutes et à Bon tous sur après-midi, Radio merci. Grand Lac. Et puis maintenant, c'est la playlist musicale. Et puis continuez à plonger puis- dans le grand bal de la vie locale. Hein. Est-ce qu'on aura le plaisir de t'écouter demain, Jean-Pierre? Alors non, moi j'étais là dimanche dernier, je serai là le dimanche C'est 15 ça. en direct. Mais en tout cas, à tous les auditeurs des Chroniques de Savoie, on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bon après-midi, bonne fête de fin d'année, puis à l'année prochaine. bientôt. Radio Grand Lac.